Et ça a l'air sombre. Pourtant, il y a la lumière. Hein. Bizarre. Mettre un peu plus d'intensité. On ne voit pas très bien ici. Hop. Bon. En tout cas, sur YouTube, là, c'est toujours compliqué. La luminosité, très très compliqué par ici. Donc, bon, on va faire avec. Hein. Tant pis. Il y a plein de lumière là autour, mais... ça ne matche pas avec YouTube. Bon, bienvenue. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça fait un moment hein, sur YouTube. J'ai pas fait de direct. C'est trop compliqué de faire les directs sur YouTube. Hein. C'est plus facile sur TikTok. Donc, voilà. Alors, connectez-vous. On va revenir un peu à notre cœur de métier ou à l'objectif principal de la page, à savoir la vulgarisation du droit. Donc, juste pour rappel, bon, il y a le petit tableau derrière moi par rapport à l'accord de l'adjectif, parce que les formations en ligne, elle continue, enfin, elle commence du 3 et elle se termine au 7 juin. Donc, c'est une formation qui permet de remettre à niveau son français, les bases, le vocabulaire, la conjugaison, l'orthographe, etc., même la conversation. Parce que la nouvelle législation donc exige qu'il faut un minimum de savoir, de connaissances en français pour prétendre à un titre de séjour en France. Donc, c'est dans cet objectif, parce que de toute façon, les formations existaient déjà, mais là, c'est vraiment quelque chose d'accéléré. Au mois de juin, pendant une semaine, on va booster le niveau de français. Donc, on va revoir ces petites bases comme ce que j'ai derrière moi avec les adjectifs qualificatifs qui s'accordent en genre et en nombre avec les noms. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça. Il y a la conjugaison, il y a les groupes. On revoit les groupes de verbes. On revoit beaucoup de choses, les temps de la conjugaison, les phrases, voilà, etc. Donc, c'est dans le groupe. Il faut vous inscrire. Donc, les inscriptions prennent fin le 31 mai. Et toutes les informations sont sur la page, hein, donc par mail ou par WhatsApp, vous nous contactez pour avoir les précisions par rapport aux inscriptions. Les nombres de places sont limités, parce que c'est une formation accélérée. Donc voilà, dépêchez-vous de vous connecter et puis de venir booster votre niveau de français. Voilà pour la petite annonce sur la formation en français. Donc là, on va parler du droit des étrangers. Donc là, on va faire de la jurisprudence. On va présenter une décision de jurisprudence du Conseil d'État. Donc là, j'ai choisi une décision de 2022. Mais c'est une décision justement qui a fait jurisprudence, d'où son importance. Donc elle concerne la légalisation des actes d'état civil étrangers, en l'occurrence un acte de naissance. Cette analyse de la jurisprudence fait partie du magazine Le droit au bout des doigts. C'est un magazine que j'ai créé justement pour pouvoir faciliter l'apprentissage du droit, parce que ça reprend de manière très concentrée toutes les décisions qui sont importantes. Et c'est précisément pour cette raison que je fais j'appelle ça une conférence, petite conférence, directement en ligne pour présenter le magazine, parce qu'il est disponible mais en version papier sur ma page Facebook qui concerne l'accès au droit. Ici, je vulgarise mais toutes les décisions populaires courantes, mais dans mon cabinet de consulting, c'est plus ces décisions-là, c'est vraiment du juridico-juridique, c'est plus dense. Il n'y a pas moyen de faire ça plus simple. Donc, c'est pour ça que le magazine s'intitule Le droit au bout des doigts. Donc, c'est vraiment du droit très pratico-pratique. Et donc, la légalisation
des actes d'état civil étranger fait partie du contentieux administratif. En quoi ça consiste? En fait, c'est particulièrement le nœud, le cœur du problème en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés. Donc, ce sont des mineurs qui arrivent en France, qui n'ont pas de parents. Et donc, ils sont recueillis par l'aide sociale à l'enfance, qui les accompagne, qui les héberge, qui les scolarise, etc. Et une fois qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans, donc la majorité en France, ils sont obligés de faire une demande de titre de séjour pour pouvoir continuer à séjourner en France. Et c'est là que le bas blesse. Parce que dans pratiquement 100% des cas, ces jeunes-là n'ont jamais de pièce d'identité sur eux quand ils entrent sur le territoire français. Et donc, ce sont eux qui donnent approximativement leur âge. Et pour pouvoir être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il faut être mineur. Et donc, généralement, des doutes apparaissent sur leur minorité. Parce que beaucoup d'entre eux, pour des raisons qui leur sont propres, ils sont majeurs, mais ils affirment qu'ils sont mineurs. Et donc, des examens des os sont passés pour déterminer à peu près à quelle tranche d'âge ils pourraient appartenir. Ou alors, les pièces d'état civil, spécifiquement les actes de naissance qu'ils présentent, revêtent un certain doute. Et donc, l'État conteste systématiquement ces actes de naissance-là, parce qu'on a des doutes sur l'authenticité de l'acte et donc sur leur âge. Et donc, la plupart du temps, quand ces anciens mineurs ou ex-mineurs isolés atteignent la majorité et qui sollicitent un titre de séjour, donc le doute qui est émis sur leur acte de naissance revient et la préfecture se saisit de ce motif-là pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Donc, voilà pour le contexte de ces anciens mineurs non accompagnés ou isolés. Et donc, c'est pour présenter le contexte de la décision. Donc, c'est devant maintenant le tribunal, enfin le Conseil d'État, que par exemple deux personnes là, bon, toujours dans les décisions de justice, ce sont les initiales, donc c'est monsieur B et monsieur C, qui face au refus de délivrance ou au refus de demande de titre de séjour et donc d'une décision d'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire délivré par la préfecture, ont entamé des procédures juridiques pour que ces décisions soient cassées. Et donc, les juridictions, deux juridictions de fond, donc c'est en première instance, hein, donc il peut y avoir eu un recours gracieux hiérarchique après la décision de la préfecture ou alors un référé, parce que généralement ces décisions sont attaquées par des référés. Donc, ce sont des procédures d'urgence devant le tribunal administratif. Et donc, ces juridictions de fond ont saisi le Conseil d'État pour demander son avis. Parce que comme la question revient souvent du doute sur l'authenticité de l'âge exact de ces mineurs-là, donc concernant leur minorité, le Conseil d'État a été saisi et donc le Conseil d'État en a profité pour harmoniser les procédures et rendre une décision qui a fait jurisprudence. Donc, pour pouvoir harmoniser la procédure sur toute l'étendue du territoire, le Conseil d'État a pris cette décision qui font sortir 3 points principaux. Donc, le Conseil d'État a commencé par préciser le fondement de l'exigence de la légalisation des actes civils étrangers. Donc, il précise pourquoi la légalisation de ces actes de naissance-là est obligatoire. Pourquoi c'est exigé, justement, pour valider la minorité, donc, de la personne en question et entamer cette procédure-là de titre de séjour. Ensuite, dans un second temps, donc, le Conseil d'État a précisé que lorsque
la légalisation, c'est juste apposer un cachet sur l'acte de naissance et dire que c'est conforme à l'original, le fait d'apposer ce cachet-là peut être contesté par l'administration par tout moyen. Donc, en gros, si l'administration se rend compte que l'acte d'état civil pourrait être irrégulier, falsifié ou inexact, et donc, dans le but de tromper l'administration sur l'âge réel de la personne en question, l'administration est fondée à contester cet acte de naissance-là. Et la preuve se fait par tout moyen. Analyse des os, vérification éventuelle dans le pays d'origine supposé, etc. Visite dans le consulat ou l'ambassade du pays d'origine de la personne, etc. Donc voilà, tous les moyens sont permis à l'administration pour pouvoir vérifier et donc contester l'authenticité de cet acte d'état civil. Et donc, cette décision, justement, elle a fait jurisprudence dans la mesure où c'était la première fois que le Conseil d'État apportait ces précisions-là pour harmoniser la procédure sur l'ensemble du territoire. Et là, on voit dans les journaux télévisés, etc., partout dans les reportages, les journaux régionaux, que certains patrons, par exemple, de certains boulangers, certains bouchers font la grève de la faim pour leurs apprentis qui sont menacés d'expulsion. Donc, c'est typiquement le cas de ces mineurs isolés non accompagnés qui arrivent sur le territoire et donc qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui trouvent des formations et arrivés à la majorité, parce que comme ils sont mineurs, ils ne sont pas dans l'obligation de détenir un titre de séjour. Mais une fois qu'ils arrivent à 18 ans, ils sont obligés, pour pouvoir être sur le territoire et donc travailler, bénéficier d'un titre de séjour. Et c'est de là qu'interviennent les problèmes. Et systématiquement, dans la quasi-totalité des cas, les préfectures refusent de délivrer des titres de séjour à ces jeunes-là et automatiquement délivrent ce qu'on appelle l'obligation de quitter le territoire. Et donc, c'est pour ça que certains patrons font grève pour que la préfecture revoie sa décision, donne des titres de séjour à ces mineurs-là pour qu'ils puissent continuer leur apprentissage, etc. et tout. Et donc, sur toute l'étendue du territoire, il y a ces difficultés-là. Les administrations sont confrontées et donc toutes les associations, il y a la CIMAD, le GISTI, toutes les associations qui aident ces mineurs-là saisissent régulièrement la justice, mais c'est quasi systématique. Donc, systématiquement, la préfecture refuse de délivrer les titres de séjour, délivre des OQTF et systématiquement, les associations contestent ces OQTF et refus de titres de séjour devant la juridiction administrative en procédure de référé. Et donc, c'est la raison pour laquelle on arrive à cette jurisprudence. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site du Conseil d'État. Hein. Vous avez le numéro de la décision 45 74 94 si vous avez le temps de lire toutes les pages, etc. Donc, vous pouvez y aller. Mais ce sont des décisions qui sont publiées sur le site du Conseil d'État. Voilà. Donc, je vais faire la lecture de la décision et après, on va récapituler les 3 points essentiels qui ressortent de cette décision du Conseil d'État. Et donc, 2 juridictions du fond saisies de la légalité d'un refus de demande de titre de séjour et d'une décision faisant obligation à des étrangers de quitter le territoire national ont présenté au Conseil d'État une demande d'avis relative à la force probante de la légalisation des actes d'état civil étrangers. Donc, ce sont 2 personnes qui ont vu leur demande de titre de séjour refusée par la préfecture, qui se sont vues notifier une OQTF, donc qui ont saisi les juridictions de fond. Donc, ici, on imagine le Conseil d'État et la Cour administrative d'appel. Donc, petite parenthèse, pour l'ordre hiérarchique entre, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le Conseil d'État, leur rôle, leur fonctionnement, leur composition, je vous invite à aller sur ma page. J'ai déjà fait des vidéos pour présenter ces juridictions-là et comment elles fonctionnent. Donc, je referme la parenthèse. Et donc, ces juridictions ont saisi le Conseil d'État. Et donc, la décision, elle est rendue en 3 temps. Dans un premier temps,
Donc, le Conseil d'État a précisé le fondement de l'exigence de légalisation de tels actes. Donc là, le Conseil d'État a expliqué pourquoi il y a cette exigence-là de légaliser les actes de naissance, enfin les actes d'état civil plutôt, qui sont présentés par les étrangers. Et donc cela remonte à une ordonnance marine, on dit de 1681. Hein, ça date. Donc, c'est de là que remonte cette obligation, cette exigence de légaliser les actes d'état civil étrangers. Ensuite, la coutume a permis à cette exigence-là de perdurer. Et donc, c'est une décision que la Cour de cassation avait rendue en 2009, etc., en 2012, etc. Et donc, jusqu'en 2019, avec la loi 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment son article 16 qui est entré en vigueur, c'était la loi de 1681 qui prévalait. Par la suite, le Conseil constitutionnel a jugé que les premiers et troisième alinéas de cette loi étaient contraires à la Constitution. Et donc, qu'il fallait abroger cette loi, c'est-à-dire que la loi, elle ne pouvait plus s'appliquer, mais elle a prévu une date jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc, pourquoi je cite tout ça? C'est parce que cette décision, elle a eu lieu en 2002. Et donc, quand ces deux personnes ont contesté le refus de demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont saisi le Conseil d'État pour lui demander si, au mois de juin 2022, on appliquait encore l'ancienne loi ou la nouvelle législation. Et donc, le Conseil d'État, dans un premier temps, précise que comme le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution cette loi qui permettait justement de maintenir l'exigence de légalisation de l'acte de naissance, allait être abrogée à la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre, le Conseil d'État estime que cette loi, elle s'applique encore au mois de juin 2023. Donc, ces deux personnes doivent légaliser leur acte de naissance avant de faire une demande de titre de séjour pour pouvoir continuer à rester sur le territoire. Donc ça, c'est le premier point. Donc le Conseil d'État a précisé le fondement de cette exigence. C'est que la décision est intervenue au mois de juin, la demande est intervenue au mois de juin, on n'est pas encore au mois de décembre. Donc la loi, elle s'applique, point. C'est une obligation, c'est une exigence. Il faut légaliser les actes d'état civil. Ensuite, on a le deuxième point du Conseil d'État. Donc, sur ce deuxième point, le Conseil d'État précise que lorsqu'une personne produit un acte d'état civil devant l'administration, un acte d'état civil qui provient d'un État étranger, en principe, cet acte d'état civil est présumé authentique, pour résumer la décision. Donc voilà, donc si une personne étrangère fournit par exemple l'original de son acte de naissance, cet acte de naissance est présumé authentique. En principe, c'est ce que dit le Conseil d'État dans un deuxième temps. Donc, je lis la décision. Le Conseil d'État a jugé que lorsqu'elle produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestés la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre
dont cet acte est revêtu. C'est-à-dire que sur l'original, parce que c'est pas une copie, c'est l'original de l'acte de naissance qui est produit. Donc, sur cet original d'acte de naissance, il y a une signature. Il y a la qualité de la personne. Donc, normalement, c'est l'officier d'état civil. Et il y a le sceau, c'est-à-dire le cachet ou le timbre qui fait foi. Et donc, en principe, lorsqu'une pièce, enfin, un acte d'état civil présente ces trois caractéristiques, il est présumé authentique, en principe. Mais le Conseil d'État poursuit en disant qu'en cas de doute sur la véracité justement de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient alors à l'autorité administrative de procéder sous le contrôle du juge à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. Donc, le Conseil d'État poursuit en disant que dans le cas où l'administration douterait justement que la personne qui a signé la légalisation n'avait pas cette qualité pour le faire, ou alors que le cachet c'était pas le bon cachet, ou alors le timbre il n'était pas authentique, c'est pas le bon timbre qui justifie de la légalisation, l'administration peut contester cette légalisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'administration refuse que ce soit un acte d'état civil authentique. Ensuite, l'administration peut contester la signature, le cachet, l'authenticité de la légalisation. Et donc, le Conseil d'État précise, après avoir posé que la légalisation est une obligation légale, le Conseil d'État précise que si l'administration a un doute, elle a le droit de vérifier la qualité de la personne, l'originalité ou l'authenticité du timbre de cet acte d'état civil. Donc, en gros, l'État permet à l'administration, si elle a des doutes, de contester la légalisation, mais sous le contrôle du juge. C'est-à-dire que l'administration ne peut pas décider, terre à terre, la préfecture ne peut pas décider que cet acte d'état civil produit par un tel individu n'est pas authentique parce que le cachet, il est douteux. Donc, hop, on dit non, il faut justifier la décision. Donc, sous le contrôle du juge. Et le Conseil d'État arrive dans un troisième temps, parce que généralement, c'est sous cette forme que le Conseil d'État rend ses décisions. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un rappel de la loi, des bases qui servent à la décision. Dans un second temps, il y a le principe, peut-être l'exception, et à la fin, il y a la conclusion. Donc, cette décision-là qui chapeaute tout le reste, qui résume toute la décision. Et donc, dans le troisième temps de l'analyse, le Conseil d'État précise que lorsque la légalisation de l'acte de naissance, c'est juste de vérifier que c'est bien écrit, qu'il n'y a pas de faute, que c'est la bonne date, etc., l'administration peut contester tout ça. L'administration peut avoir des doutes et dire que ce n'est peut-être pas la bonne date de naissance, la bonne date de déclaration de l'acte de naissance, etc. Donc, elle a cette possibilité, elle a cette faculté-là de le faire, mais par tout moyen. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a un qui n'a pas de barre, l'administration peut dire que c'est peut-être un 8, ce n'est pas un 1. Et donc, ça suffit à justifier le refus. Et le Conseil d'État continue en disant, si l'administration conteste la valeur probante de l'acte d'état civil, donc c'est au juge de décider si l'administration a raison ou non. En gros, c'est ça. Donc, le Conseil d'État rend son jugement, répond de trois façons, donc dans trois temps. Premièrement, l'État répond que l'obligation de légaliser l'acte de naissance, elle est légale. C'est une obligation légale. Ensuite, s'il y a un doute sur l'authenticité
de l'acte de naissance, l'administration a le droit de contester cette authenticité ou cette authentification. Et enfin, il précise que si la légalisation, c'est juste un cachet qui est apposé sur l'acte d'état civil, c'est pareil, l'administration, elle peut contester l'acte d'état civil légalisé. Donc, c'est vraiment un parcours du combattant pour la personne qui présente ce document-là, parce que dans un premier temps, quand la personne apporte l'acte d'état civil, l'administration va refuser parce que elle ne considère pas que c'est un acte valable. Donc, la personne est obligée d'aller légaliser. Donc, si la personne va légaliser, elle revient, l'administration va émettre des doutes sur la qualité de la personne qui a légalisé l'acte de naissance. Donc, elle va aussi refuser, rejeter l'acte en question. Et le Conseil d'État précise que l'administration a le droit de contester cet acte-là, même s'il y a juste une faute d'orthographe, etc. et tout. Donc, en gros, ce sont ces précisions-là que le Conseil d'État a apportées. Et donc, pour terminer, parce que malgré ces 3 temps de l'analyse du Conseil d'État, il y a une petite conclusion, que même si, en apparence, l'acte d'état civil paraît irrégulier, cela n'empêche pas l'administration d'analyser la demande de la personne, tout en vérifiant parallèlement si la personne qui a signé l'acte de naissance, qui l'a légalisé, etc., avec qualité pour le faire. Donc, c'est un peu alambiqué dans cette position-là. Donc, ça n'empêche pas l'administration d'étudier la demande de la personne, mais c'est au juge de voir par rapport aux documents apportés, par rapport aux enquêtes de l'administration, si la personne qui a fourni cet acte-là présente des garanties. Donc, c'est-à-dire que l'administration peut aller au consulat concerné ou à l'ambassade vérifier s'il y a bien, par exemple, un consul donc qui a légalisé l'acte, parce que là, ça relève vraiment du consulat et pas de l'ambassade. Hein. Faut bien faire la différence dans ces choses-là, dans la diplomatie. Et donc, si par exemple, le retour du consulat en question, on voit bien que c'est par exemple le consul qui a signé l'acte et tout, le Conseil d'État dit que l'administration est obligée de tenir compte de la qualité de la personne. Donc, c'est une garantie que cet acte a bien été authentifié et légalisé par la bonne personne, la personne qui a qualité pour le faire. Et donc, en gros, le Conseil d'État met la charge de la preuve sur les épaules de l'administration. C'est-à-dire que si l'administration refuse de délivrer un titre de séjour à une personne, c'est à elle de prouver, dans ce cas précis, d'anciens mineurs non accompagnés et isolés, donc de produire par exemple tous les éléments disponibles, c'est-à-dire les évaluations des services départementaux, parce que l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, hein, donc c'est sous la responsabilité du département, c'est-à-dire l'évaluation par rapport aux eaux, hein, pour voir donc les mesures d'assistance éducative prononcées. Et toutes les garanties d'authenticité que doit revêtir cet acte d'état civil. Donc, en gros, lorsqu'un mineur non accompagné atteint la majorité, qu'il fait une demande de titre de séjour et que cette demande est rejetée, qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire, le Conseil d'État a harmonisé les procédures. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'administration doit demander une légalisation de l'acte de naissance. De toute façon, systématiquement, c'est le cas. L'administration ne donne pas comme ça des titres de séjour aux anciens mineurs non accompagnés, parce qu'elle dit qu'elle revoit le dossier, etc. Donc, elle va refuser la demande. Et donc, les associations qui accompagnent ces jeunes vont contester ce refus. Donc, l'administration va exiger un acte de naissance. Elle va exiger que cet acte de naissance soit légalisé. Et quand bien même l'acte de naissance est
légalisé, l'administration peut contester la légalisation. Et donc, pour ce faire, le Conseil d'État dit que l'administration peut utiliser toutes les déclarations que la personne a effectuées auprès du département, toutes les évaluations qui ont été faites, toutes les mesures éducatives qui ont été prononcées. Tout ça, ça peut faire partie des moyens invoqués par l'administration pour contester justement l'authenticité de l'acte de naissance. Donc en gros, l'administration va dire, c'est surtout précisément, en tout cas pour être clair, terre à terre, c'est la préfecture qui va dire que la personne majeure qui demande le titre de séjour a menti dès son arrivée en France. Elle a prétendu qu'elle était mineure alors qu'elle était majeure parce que l'acte de naissance n'était pas authentique, avait l'air d'être falsifié, d'être inexact, d'être irrégulier, et donc le cachet était douteux, le sceau de la personne qui a légalisé l'acte n'était pas conforme et tout. Donc, par rapport à toutes ces raisons, la préfecture refuse de délivrer un titre de séjour aux jeunes majeurs, et donc l'oblige à quitter le territoire français. Et comme c'est quasi systématique à la majorité de ces mineurs non accompagnés, il a fallu que le Conseil d'État intervienne. Et donc, aujourd'hui, si un ancien mineur non accompagné fait une demande de titre de séjour à sa majorité, cette demande ne peut pas simplement être rejetée sur la base d'un éventuel mensonge sur sa minorité. Donc, le Conseil d'État oblige l'administration, en l'occurrence la préfecture, à chercher par tous les moyens à prouver que cette personne avait menti sur sa minorité avant éventuellement de lui refuser un titre de séjour. Donc le fait que l'état civil étranger soit irrégulier, inexact ou n'ait pas l'air très correct ne suffit plus à justifier un refus de titre de séjour. Donc, sur la base de cette décision, beaucoup d'associations justement ont attaqué l'État pour faire délivrer des titres de séjour à beaucoup d'anciens, bon, je dis ex-mineurs non accompagnés qui sont devenus majeurs et qui maintenant sont concernés par les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donc qui oblige tous les étrangers majeurs à détenir un titre de séjour. Dans le cas principalement professionnel, dans le cadre du travail. Et donc, c'est cette décision qui a fait jurisprudence. Et donc, c'est une décision aujourd'hui qui permet à ces jeunes majeurs-là de contester les refus de titre de séjour de la préfecture. Et donc, il me semblait quand même important de parler de cette jurisprudence-là. Bon, on va parler d'autres jurisprudences aussi, hein. Ce n'est pas que par rapport aux anciens mineurs non accompagnés devenus majeurs et qui font face à des refus de délivrance de titre de séjour. Mais juste pour préciser que le Conseil d'État a pris une grande décision, donc qui a fait jurisprudence, et que le fait qu'un acte d'état civil étranger, légalisé ou non, revête une irrégularité ne suffit pas à justifier un refus de délivrance de titre de séjour et donc à justifier une obligation de quitter le territoire. Donc, voilà pour la jurisprudence récente du Conseil d'État, parce que je le rappelle, le Conseil d'État, c'est le summum, c'est le toit de la juridiction administrative en France. Et donc, c'est le Conseil d'État qui tranche le contentieux administratif. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va parler de regroupement familial de réfugiés statutaires. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ensuite, on parlera d'expropriation, d'étrangers malades et du secret médical, etc. Dans les autres décisions à venir, comme je l'ai précisé, ce sont vraiment des décisions qui ont fait jurisprudence. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt dans ce magazine spécifique appelé « Le droit au bout des doigts ». Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre cette intervention. Donc, restez connectés, abonnez-vous
à mes pages, allez regarder les vidéos et je suis sûre que ça va servir à certains d'entre vous. À bientôt. Bye bye.